Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Écoute bien, si ta vie n'avance pas comme tu le veux, ce n'est pas à cause de la chance, ni des autres, c'est à cause de toi et de tes excuses. Brian Tracy, l'un des plus grands experts en réussite, balance une vérité qui fait mal. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est l'autodiscipline. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés de son livre explosif Pas d'excuses. Pour que tu arrêtes de subir ta vie et que tu passes enfin à l'action. Le livre Pas d'excuses. Le pouvoir de l'autodiscipline a été écrit par Brian Tracy, auteur spécialisé en développement personnel. Il l'a rédigé pour montrer que l'autodiscipline, et non la chance ou le talent, est la véritable clé du succès. À travers 21 principes pratiques, il aide les lecteurs à dépasser leurs excuses et à prendre le contrôle de leur vie. Introduction. Brian Tracy ouvre son livre avec un constat brutal mais réaliste. La principale raison pour laquelle la majorité des gens n'atteignent pas leur plein potentiel, ce n'est pas un manque de talent, ni de ressources, ni d'opportunités, c'est le fait de se réfugier derrière des excuses. Ces excuses prennent 1000 formes. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de moyens, ou encore, c'est trop difficile. Peu à peu, elles deviennent une habitude mentale qui nous emprisonne dans l'inaction. Tracy insiste, chaque fois que nous invoquons une excuse, nous nous privons de notre pouvoir personnel. Nous rejetons la responsabilité de notre vie sur les circonstances ou sur les autres. Mais au fond, chaque excuse est une décision déguisée, celle de ne pas agir. Et c'est là que se cache la différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Il explique ensuite que toutes les réussites durables reposent sur une seule fondation, l'autodiscipline. Contrairement à ce que beaucoup croient, la discipline n'est pas une contrainte qui limite la liberté, c'est au contraire l'outil qui permet de créer une vie choisie. Se discipliner, c'est accepter un inconfort immédiat pour obtenir une récompense durable. C'est décider de faire ce qui est difficile aujourd'hui pour avoir une vie plus facile demain. Tracy partage aussi une vérité psychologique importante, personne ne naît discipliné. La discipline n'est pas un don, c'est une compétence qu'on développe, comme un muscle. Chaque fois qu'on choisit l'effort plutôt que l'excuse, on renforce ce muscle. Au fil du temps, l'autodiscipline devient une habitude, puis une seconde nature. Enfin, il prévient que ce chemin n'est pas toujours agréable. La discipline exige parfois d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, de dire non aux plaisirs immédiats pour dire oui à ses grands objectifs. Mais c'est précisément ce processus qui forge la confiance en soi, l'estime de soi et, au final, le vrai succès. En somme, l'introduction du livre pose les bases. Si tu veux transformer ta vie, arrête de croire que des circonstances extérieures vont t'y pousser. La clé est entre tes mains, choisis de bannir les excuses et engage-toi sur le chemin exigeant mais libérateur de l'autodiscipline. Chapitre 1. Brian Tracy ouvre le livre avec une vérité essentielle. L'autodiscipline commence par accepter une responsabilité totale. Tant que nous accusons les autres ou les circonstances, nous restons prisonniers. Le simple fait de dire « je suis responsable » change immédiatement la manière dont nous percevons les événements. Il explique que les excuses sont une illusion. Chaque fois que nous disons « je n'ai pas le temps » ou « ce n'est pas de ma faute », nous abandonnons notre pouvoir. En réalité, ce ne sont pas les situations qui déterminent notre avenir, mais nos réponses face à elles. Cette idée rejoint les grands penseurs. Épictète rappelait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses mais le regard qu'il pose dessus. Viktor Frankl, survivant des camps, expliquait que la liberté ultime est de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Ces vérités universelles soulignent le même principe, nous avons toujours un choix. Tracy met en garde contre le piège du « si seulement ».
Beaucoup se disent, si seulement j'avais plus d'argent, plus de temps, de meilleures opportunités. Mais ces pensées entretiennent la passivité. Les personnes qui réussissent ne se demandent pas, si seulement, elles se demandent, que puis-je faire avec ce que j'ai aujourd'hui? Point. Prendre la responsabilité, c'est aussi accepter de se voir comme l'origine et la solution. Ce n'est pas le trafic qui m'a mis en retard, c'est moi qui n'ai pas prévu. Ce n'est pas mon patron qui bloque ma carrière, c'est moi qui dois trouver d'autres moyens de progresser. Cette attitude donne le contrôle, même dans l'inconfort. Assumer pleinement sa vie peut sembler lourd, mais c'est en réalité libérateur. Quand on arrête de blâmer, on récupère son énergie pour créer, agir et avancer. On ne subit plus son histoire, on la réécrit. Comme le disait Jim Rohn, mentor de Tracy, vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. La grande leçon du chapitre est claire. L'autodiscipline commence le jour où l'on bannit les excuses et où l'on choisit de devenir l'acteur principal de sa vie. À partir de là, chaque décision devient un pas vers plus de force, plus de liberté et plus de maîtrise de soi. Chapitre 2. L'autodiscipline et le caractère. Brian Tracy commence ce chapitre en expliquant que le vrai test de l'autodiscipline se reflète dans le caractère. Le caractère n'est pas ce que nous montrons quand tout va bien, mais la manière dont nous agissons quand personne ne nous regarde. Il définit le caractère comme la somme de nos habitudes, de nos choix et de nos réactions face aux épreuves. Il insiste sur une vérité, chaque action renforce ou affaiblit notre caractère. Chaque fois que nous tenons une promesse envers nous-mêmes ou envers les autres, nous devenons plus solides. Mais chaque fois que nous nous trouvons des excuses ou que nous trahissons nos propres valeurs, nous nous affaiblissons. Le caractère se construit jour après jour, dans les petites décisions répétées. Un des points clés est l'importance de l'intégrité. Tracy explique que l'intégrité, c'est l'accord parfait entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Une personne intègre inspire confiance, car ses paroles et ses actes sont cohérents. À l'inverse, quand on se compromet, même dans de petits détails, on crée une fracture intérieure qui ronge l'estime de soi. Pour illustrer, on peut penser à Abraham Lincoln, surnommé Honest Abe. Même en politique, où le mensonge est fréquent, il s'est construit une réputation d'honnêteté inébranlable. Cette intégrité fut la clé de son autorité et de son respect. À un autre niveau, Nelson Mandela a montré un caractère forgé dans l'adversité. Après 27 années de prison, il aurait pu sortir plein de haine. Mais il a choisi le pardon et l'unité, démontrant que le caractère se manifeste surtout dans les choix difficiles. Tracy explique que le caractère est comme un compte bancaire invisible. Chaque fois que nous faisons preuve de discipline, que nous tenons nos engagements, nous faisons un dépôt. Chaque fois que nous cédons aux excuses, nous faisons un retrait. À long terme, ce solde détermine la confiance que les autres placent en nous, mais aussi la confiance que nous avons en nous-mêmes. Il rappelle également une règle simple, les grandes décisions de vie se prennent rarement dans l'urgence. Elles se prennent à l'avance, en définissant ses valeurs et en s'engageant à les respecter. Ainsi, face à la tentation, nous n'avons pas besoin de réfléchir, car notre choix est déjà fait. C'est ce qu'enseignait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Un exemple concret, imaginons un entrepreneur qui traverse une crise financière. Il peut choisir de dissimuler ses erreurs, de mentir à ses clients ou à ses associés pour sauver les apparences. Mais s'il choisit l'intégrité, il assume ses fautes, communique avec transparence, et même si cela lui coûte à court terme, il sort renforcé à long terme. Ce genre de choix définit le caractère et inspire la confiance durable. Tracy insiste aussi sur le lien entre caractère et liberté intérieure. Quand nous vivons en accord avec nos valeurs, nous dormons bien la nuit. Nous n'avons pas à jouer un rôle, ni à vivre dans la peur d'être démasqués. Mais quand nous manquons d'intégrité, nous vivons dans une tension permanente. La discipline morale devient alors une forme de libération. Enfin,
Il rappelle que le caractère ne se juge pas dans les grands discours, mais dans les petits gestes quotidiens. Être ponctuel, respecter une promesse, dire la vérité même quand c'est inconfortable, ce sont ces détails qui, cumulés, bâtissent une réputation et une identité solide. La grande leçon de ce chapitre est claire. L'autodiscipline commence par l'intégrité personnelle. C'est elle qui détermine notre réputation auprès des autres, mais surtout notre respect de nous-mêmes. Quand nos paroles, nos valeurs et nos actions sont alignées, nous développons une force intérieure inébranlable. Et cette force devient le socle sur lequel toute réussite durable peut s'appuyer. Chapitre 3. L'autodiscipline et les objectifs. Brian Tracy ouvre ce chapitre en rappelant une évidence que beaucoup oublient. Sans objectif clair, la discipline n'a pas de direction. Avoir de la discipline, c'est comme avoir une voiture puissante. Mais sans destination précise, tu consommes de l'énergie pour aller nulle part. Les personnes les plus accomplies de ce monde ont toute une clarté de but qui les guide, et leur autodiscipline devient le moteur qui les y conduit. Il insiste sur la différence entre les rêveurs et les acteurs. Les rêveurs disent « j'aimerais bien » et se perdent dans des désirs vagues. Les acteurs, eux, transforment leurs rêves en buts concrets. Ils savent précisément ce qu'ils veulent atteindre et quand. C'est cette clarté qui leur donne la motivation de rester disciplinés jour après jour. Tracy compare la vie sans objectif à un bateau sans gouvernail. Même avec de la vitesse et de la puissance, ce bateau se laisse balloter par les vagues et le vent. Mais avec un cap bien défini, chaque effort devient utile, chaque décision s'aligne avec la destination choisie. Il rappelle également que les objectifs doivent être écrits. Écrire ses buts, c'est comme signer un contrat avec soi-même. Les personnes qui notent leurs objectifs se donnent un repère constant, alors que celles qui les gardent dans leur tête les oublient dès la première difficulté. L'écriture rend les buts plus réels et plus engageants. Pour illustrer, on peut penser à Thomas Edison. Son objectif n'était pas simplement d'inventer des choses, mais de créer une lampe électrique fonctionnelle et abordable pour tous. Cet objectif précis lui a permis de traverser des milliers d'échecs sans se décourager, car il savait exactement où il allait. Tracy insiste sur un point psychologique, le cerveau humain fonctionne comme un radar. Quand tu as un objectif clair, tu commences à voir des opportunités, des idées et des ressources que tu aurais ignorées autrement. C'est comme si ton esprit sélectionnait automatiquement tout ce qui peut t'aider à atteindre ton but. Mais sans clarté, tu passes à côté de ces opportunités. Il met aussi en garde contre le piège du flou. Beaucoup disent « je veux être heureux » ou « je veux réussir ». Mais que signifie réussir pour toi? Quel style de vie veux-tu réellement? Quels résultats concrets désires-tu voir? Plus tes réponses sont précises, plus tu rends possible la discipline nécessaire pour y parvenir. Un autre exemple est celui de Michel-Ange, qui voyait déjà la statue de David dans un bloc de marbre brut. Sa vision claire lui a donné la persévérance pour passer des années à travailler le même bloc. De la même manière, nos objectifs doivent être vus d'avance dans notre esprit avant de se concrétiser. Enfin, Tracy insiste sur le fait que les objectifs doivent être accompagnés d'un plan. L'autodiscipline n'est pas seulement la force de travailler dur, c'est aussi la capacité d'organiser ses efforts. Sans plan, on s'épuise. Avec un plan, chaque action devient un pas calculé vers le résultat. La grande leçon de ce chapitre est que l'autodiscipline ne peut être durable que si elle s'appuie sur des objectifs clairs, écrits et motivants. Plus tes buts sont précis, plus tu auras de raisons d'agir chaque jour, même quand la motivation disparaît. La clarté attire l'énergie, la concentration et la persévérance. Et comme le disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Chapitre 4. L'autodiscipline et le comportement positif. Brian Tracy commence ce chapitre en affirmant que nos pensées et nos comportements déterminent notre vie bien plus que les circonstances extérieures. L'autodiscipline n'est pas seulement la capacité à agir malgré la paresse ou les tentations, c'est aussi la maîtrise de notre état d'esprit. Nos habitudes mentales influencent nos décisions,
nos actions et, en fin de compte, notre succès. Il explique que cultiver un comportement positif est une forme d'autodiscipline essentielle. Un esprit positif attire des opportunités et des solutions, alors qu'un esprit négatif se concentre sur les obstacles et les échecs. Cette maîtrise intérieure exige de prendre conscience de ses pensées et de les orienter vers ce qui est constructif, même lorsque les circonstances sont difficiles. Tracy souligne que le comportement positif ne consiste pas à ignorer la réalité ou à être naïf. Il s'agit de choisir volontairement de se concentrer sur ce qui peut être fait, sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il cite l'exemple de Winston Churchill, qui face aux bombardements et aux échecs de la Seconde Guerre mondiale, a maintenu un état d'esprit de détermination et de résilience. Sa capacité à rester positif et concentré a été cruciale pour inspirer et diriger son pays. L'auteur insiste également sur la puissance de l'autosuggestion. Les personnes disciplinées répètent mentalement des affirmations constructives et se projettent dans la réussite de leurs actions. Cette pratique entraîne l'esprit à anticiper le succès, à renforcer la confiance et à favoriser l'action constante. Un exemple concret dans la vie quotidienne. Imagine un professionnel qui fait face à un projet difficile. S'il se laisse envahir par le doute et le découragement, il perd sa motivation et retarde son travail. En revanche, s'il adopte un état d'esprit positif, il identifie les étapes à suivre, se concentre sur les solutions et avance malgré les difficultés. Chaque petite victoire nourrit sa confiance et son engagement. Tracy met aussi en avant l'importance de la reconnaissance et de la gratitude. Se focaliser sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui manque, crée un cercle vertueux. La gratitude est une forme de discipline mentale, elle entraîne l'esprit à remarquer les ressources, les aides et les opportunités que nous possédons déjà. Enfin, il rappelle que la discipline du comportement positif est contagieuse. Ceux qui la pratiquent influencent leur entourage, inspirent confiance et créent un environnement favorable au succès. À l'inverse, le pessimisme et la critique constante épuisent l'énergie et freinent les projets, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La grande leçon de ce chapitre est que la discipline n'est pas seulement dans les actions visibles, mais aussi dans la maîtrise de l'esprit et des comportements. Cultiver un état d'esprit positif, constructif et orienté solution permet de transformer les obstacles en opportunités, de renforcer la résilience et de créer un effet durable sur la vie personnelle et professionnelle. Chapitre 5. L'autodiscipline et la maîtrise du temps. Brian Tracy commence ce chapitre en affirmant que la gestion du temps est l'une des formes les plus puissantes de l'autodiscipline. Il rappelle que chaque personne dispose du même capital, le temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la manière dont ils l'utilisent. Savoir planifier et prioriser ses actions est donc essentiel pour transformer les intentions en résultats concrets. Il explique que l'autodiscipline dans la gestion du temps commence par la clarté des objectifs. Sans savoir ce que l'on veut atteindre, on se laisse emporter par l'urgence plutôt que par l'importance. Les distractions, les interruptions et la procrastination deviennent alors des pièges faciles. Tracy insiste sur le fait que chaque minute investie sans objectif clair est une minute perdue. Pour illustrer, il prend l'exemple d'un professionnel débordé qui passe ses journées à répondre aux emails, assister à des réunions inutiles et régler des urgences. Sans discipline, ce comportement donne l'impression d'être productif, mais en réalité il éloigne des résultats réels. À l'inverse, une personne qui planifie ses actions selon leur impact stratégique maximise son efficacité et obtient des résultats supérieurs avec moins d'efforts apparents. Tracy met en avant une règle fondamentale, traiter d'abord les tâches les plus importantes et les plus difficiles. Cette méthode, qu'il appelle « manger la grenouille », consiste à accomplir les actions qui apportent le plus de valeur avant toute autre activité. En faisant preuve de discipline et de courage pour s'attaquer à ces tâches prioritaires, on crée un effet d'élan et on évite que la procrastination prenne le dessus. Il insiste également sur l'importance de l'organisation et de la planification quotidienne.
Chaque matin, il recommande de passer quelques minutes à déterminer les 3 ou 4 actions cruciales à accomplir dans la journée. Ce simple exercice transforme le chaos en structure et augmente considérablement la productivité. Un autre point clé est la maîtrise des interruptions et de l'influence extérieure. Tracy explique que dire non aux distractions est une preuve d'autodiscipline. La capacité à protéger son temps est directement liée à la capacité à atteindre ses objectifs. Il illustre ce principe par l'exemple d'entrepreneurs qui réussissent. Ils considèrent leur temps comme précieux et ne le dilapident pas avec des activités sans valeur. Enfin, Tracy souligne que l'efficacité n'est pas synonyme de rapidité. Il s'agit de concentrer son énergie sur ce qui produit le plus grand effet. La discipline dans la gestion du temps consiste donc à choisir consciemment où investir son attention, ses efforts et son énergie pour maximiser les résultats. La grande leçon de ce chapitre est que la maîtrise du temps est une compétence stratégique, directement liée à l'autodiscipline. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui travaillent le plus, mais celles qui savent choisir et exécuter les actions les plus importantes. En appliquant ces principes, le temps devient un allié puissant plutôt qu'un ennemi insaisissable. Chapitre 6. L'autodiscipline et la concentration. Brian Tracy ouvre ce chapitre en soulignant que la concentration est l'une des compétences les plus puissantes que l'on puisse développer. Il explique que la dispersion de l'attention est l'ennemi de la réussite. Ceux qui n'arrivent pas à se concentrer sur une tâche à la fois gaspillent leur énergie et compromettent leur efficacité. Il rappelle que l'autodiscipline n'est pas seulement une question de force de volonté pour agir, mais aussi de capacité à diriger ses pensées et son attention. Concentrer ses efforts sur une seule tâche, importante jusqu'à son achèvement, multiplie la qualité et la rapidité des résultats. C'est ce que Tracy appelle le pouvoir de la focalisation. Tracy illustre ce principe avec des exemples concrets. Un écrivain qui se laisse interrompre par des notifications ou des distractions met beaucoup plus de temps à terminer son livre qu'un autre qui s'isole et se consacre pleinement à son travail. De même, un entrepreneur qui tente de gérer simultanément trop de projets finit par produire peu de résultats significatifs. Il explique que la clé de la concentration est la clarté des priorités. Quand on sait exactement ce qui est le plus important, il devient plus facile de dire non aux distractions et aux tâches secondaires. Chaque décision consciente de rester focalisé est un acte d'autodiscipline qui renforce la maîtrise de soi et la productivité. Tracy met aussi en avant l'importance de créer un environnement propice à la concentration. Un espace de travail organisé, sans interruptions inutiles, permet de canaliser l'énergie mentale vers les actions à forte valeur. Il cite des leaders et penseurs qui ont utilisé cette approche. Steve Jobs, par exemple, limitait le nombre de projets sur lesquels il travaillait simultanément pour garantir un niveau d'excellence maximal. Un autre point clé du chapitre est la pratique de la concentration intense sur de courtes périodes. Plutôt que de travailler longtemps de manière dispersée, il recommande de se donner des blocs de temps dédiés à une tâche unique, en éliminant tout élément perturbateur. Cette méthode permet de produire un travail de qualité supérieure et de maintenir l'énergie mentale sur le long terme. Enfin, Tracy rappelle que la concentration est également un état d'esprit. La discipline consiste à entraîner son esprit à revenir à la tâche principale dès qu'il s'égare. Cela demande de la patience, de la répétition et de la détermination. Chaque effort de recentrage est un pas vers une maîtrise plus complète de soi. La grande leçon de ce chapitre est que la concentration est le levier qui transforme l'autodiscipline en résultats tangibles. Ceux qui apprennent à diriger leur attention avec rigueur et constance accomplissent plus en moins de temps et atteignent leurs objectifs avec efficacité. La discipline mentale et la concentration sont donc indissociables pour toute personne souhaitant réussir durablement. Chapitre 7. L'autodiscipline et le courage. Brian Tracy commence ce chapitre en affirmant que le courage est la pierre angulaire de toute autodiscipline. Sans courage, la discipline s'érode face aux obstacles, à la peur et à la procrastination.
Il rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Il explique que chaque progrès significatif dans la vie exige de sortir de sa zone de confort. Les personnes qui réussissent affrontent leurs peurs, prennent des décisions difficiles et assument des risques calculés. L'autodiscipline seule ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par le courage nécessaire pour passer à l'action. Tracy illustre ce principe avec des exemples concrets. Un entrepreneur qui lance un projet innovant peut craindre l'échec ou le jugement, mais c'est en affrontant cette peur qu'il donne une chance à son idée de réussir. De même, un étudiant qui s'expose à des défis académiques ou professionnels développe sa compétence et sa confiance, plutôt que de rester dans la sécurité de l'inaction. Il souligne également que le courage se manifeste dans les petites actions quotidiennes, pas seulement dans les grands gestes héroïques. Dire non à une tentation, respecter ses engagements, affronter une conversation difficile ou corriger une erreur sont autant d'exercices de courage. Ces petites victoires renforcent la discipline et le caractère. Tracy met en avant l'idée que le courage est lié à la clarté des valeurs et des objectifs. Quand nous savons ce qui est important pour nous, il devient plus facile de dépasser la peur et d'agir. La peur devient un signal indiquant que nous avançons dans la bonne direction, plutôt qu'un obstacle insurmontable. Il cite des penseurs et leaders pour illustrer son propos. Nelson Mandela a affronté la prison et la persécution avec un courage remarquable, non pas pour l'ego, mais pour ses convictions et pour le bien collectif. Winston Churchill a fait face à l'adversité avec détermination, inspirant une nation entière à tenir bon. Ces exemples montrent que le courage est la force qui transforme la discipline en résultats concrets et durables. Enfin, Tracy insiste sur le fait que le courage se développe par la pratique. Chaque fois que nous choisissons d'agir malgré la peur, nous renforçons notre résilience. L'autodiscipline combinée au courage permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de transformer les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. La grande leçon de ce chapitre est que le courage est l'allié indispensable de l'autodiscipline. Sans lui, même les plans les plus clairs et la motivation la plus forte peuvent être paralysés par la peur. En cultivant le courage au quotidien, nous devenons capables d'agir avec constance, de persévérer face aux difficultés et d'atteindre des objectifs que nous pensions inaccessibles. Chapitre 8. L'autodiscipline et la persévérance. Brian Tracy ouvre ce chapitre en affirmant que la persévérance est l'un des piliers essentiels de l'autodiscipline. Il rappelle que les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, ou les plus chanceux, mais celles qui continuent d'avancer malgré les difficultés, les échecs et les obstacles. Il explique que la persévérance est une habitude qui se construit avec la discipline. Chaque fois que nous continuons à agir malgré l'inconfort, la fatigue ou le doute, nous renforçons notre capacité à tenir bon sur le long terme. La persévérance n'est pas un trait inné, c'est une compétence que l'on développe intentionnellement. Tracy souligne l'importance de voir les échecs comme des étapes d'apprentissage, plutôt que comme des défaites définitives. Chaque erreur contient une leçon et une opportunité de s'améliorer. Ceux qui abandonnent au premier obstacle passent à côté de cette richesse. Il illustre cela par l'exemple de Thomas Edison, qui a multiplié les essais avant de réussir l'invention de l'ampoule. Chaque tentative rejetée n'était pas un échec, mais une étape vers le succès. L'auteur insiste aussi sur le rôle de la motivation intérieure. La persévérance repose sur une vision claire de ce que l'on veut atteindre et sur la conviction que chaque effort contribue à ce résultat. Les personnes qui réussissent savent pourquoi elles agissent, et cette raison leur permet de continuer même quand les résultats immédiats se font attendre. Un autre point clé est la régularité. Tracy explique que la persévérance n'est pas uniquement liée aux grands efforts sporadiques, mais surtout aux actions répétées et constantes. L'accumulation de petits efforts disciplinés finit par produire des résultats significatifs. C'est cette constance, parfois invisible au quotidien, qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui restent bloqués dans l'inaction. Il met aussi en lumière l'importance de l'autodiscipline émotionnelle.
La persévérance exige de ne pas céder au découragement, à la colère ou à la peur. Savoir maîtriser ses émotions permet de continuer à avancer, même lorsque les circonstances semblent défavorables ou injustes. Enfin, Tracy rappelle que la persévérance a un effet multiplicateur sur la confiance en soi. Chaque succès obtenu grâce à la discipline renforce la conviction que l'on est capable de surmonter de nouveaux défis. Cette spirale positive alimente l'autodiscipline, le courage et la concentration, créant un cercle vertueux vers le succès durable. La grande leçon de ce chapitre est claire: la persévérance transforme l'autodiscipline en résultats tangibles. Sans persévérance, même la plus grande motivation ou la meilleure organisation peut s'effondrer face aux obstacles. Cultiver la persévérance, c'est choisir de continuer, encore et encore, jusqu'à atteindre ses objectifs et transformer ses rêves en réalité. Chapitre 9. L'autodiscipline et la décision. Brian Tracy ouvre ce chapitre en affirmant que la capacité à prendre des décisions rapides et claires est un élément fondamental de l'autodiscipline. Il explique que l'indécision est l'ennemi du succès, chaque hésitation gaspille du temps, de l'énergie et de l'élan. Les personnes qui réussissent savent que choisir avec conviction, même dans l'incertitude, est plus efficace que chercher la perfection avant d'agir. Il insiste sur le fait que la discipline de décision repose sur la responsabilité personnelle. Prendre une décision signifie accepter pleinement les conséquences de son choix. L'autodiscipline n'est pas seulement de décider, mais de s'engager à suivre ses décisions jusqu'au bout, en ajustant si nécessaire, plutôt que de reculer à la première difficulté. Tracy illustre ce principe par des exemples concrets. Un dirigeant d'entreprise confronté à une opportunité commerciale doit décider rapidement d'investir, d'embaucher ou de changer de stratégie. Même si le choix comporte un risque, la capacité à trancher évite la paralysie et permet d'agir avant que la chance ne passe. À l'inverse, la procrastination et l'indécision conduisent souvent à des occasions manquées. Il souligne également que la décision se nourrit de clarté. Plus nos objectifs sont précis, plus il devient facile de choisir. La discipline mentale consiste à éliminer les distractions et les doutes inutiles pour se concentrer sur ce qui est réellement important. Sénèque disait: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette pensée résume l'importance d'agir avec détermination malgré les obstacles. Tracy met aussi en avant le rôle de l'expérience et de l'apprentissage. Une décision n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace, elle peut être ajustée en cours de route. Les personnes disciplinées prennent des décisions, observent les résultats, apprennent et s'adaptent. L'inaction par peur de l'erreur est un frein à la réussite, tandis que l'action avec vigilance et ajustement crée un avantage durable. Un autre point clé est la rapidité d'exécution. Prendre une décision est une étape, mais agir immédiatement sur cette décision est ce qui transforme l'intention en résultat. Les personnes qui réussissent combinent clarté, engagement et vitesse d'action, ce qui leur permet de créer un élan positif et d'obtenir des résultats rapides. Enfin, Tracy rappelle que la décision est liée à la confiance en soi. Plus nous exerçons notre capacité à choisir et à agir, plus notre assurance grandit, renforçant ainsi notre discipline dans tous les domaines de la vie. La répétition de cette pratique crée un cercle vertueux où la décision, la discipline et la confiance s'alimentent mutuellement. La grande leçon de ce chapitre est simple mais puissante: l'autodiscipline s'exprime pleinement dans la capacité à décider et à agir avec détermination. Les opportunités favorisent ceux qui osent choisir et persévérer, tandis que l'hésitation et la peur paralysent. Cultiver la discipline de décision permet de transformer l'indécision en action et les obstacles en progrès concret. Conclusion. Le pouvoir de l'autodiscipline. Brian Tracy conclut son livre en rappelant la thèse centrale: l'autodiscipline est la clé de toute réussite durable. Toutes les qualités, compétences ou talents du monde ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées de la capacité à se maîtriser, à agir avec constance et à persévérer malgré les obstacles.
Il insiste sur le fait que la discipline n'est pas une restriction ou une punition, mais un outil de liberté. Plus nous nous entraînons à contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions, plus nous devenons libres de créer la vie que nous désirons. L'autodiscipline transforme les choix difficiles en habitudes constructives et les rêves en résultats concrets. Tracy rappelle que la vie de chacun est le reflet de ses décisions quotidiennes. Chaque action que nous choisissons ou négligeons influence notre futur. La responsabilité personnelle, la clarté des objectifs, la persévérance, le courage et la maîtrise de soi sont les fondations sur lesquelles toute réussite repose. Il souligne également l'importance de commencer immédiatement. La discipline ne se développe pas en théorie, mais dans l'action quotidienne. Même de petits efforts répétés avec constance ont un effet cumulatif puissant. L'inaction ou la procrastination sont les véritables obstacles au succès, bien plus que les circonstances externes. Enfin, Tracy invite le lecteur à considérer l'autodiscipline comme un engagement envers soi-même. C'est un choix conscient de vivre selon ses valeurs, de poursuivre ses objectifs avec détermination et de transformer chaque difficulté en opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette pratique crée non seulement la réussite matérielle et professionnelle, mais aussi la confiance en soi, la sérénité et le respect de soi. Si cette vidéo t'a secoué, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage-la à une personne qui en a marre de tourner en rond. Et surtout, choisis une action aujourd'hui, pas demain. Écris-la en commentaire, et engage-toi publiquement. Tu veux changer ta vie. Alors souviens-toi, pas d'excuses. Jamais.